ton premier épisode, tu le finis là, tu dis c'est un film. Direct, c'est Festival de Cannes. Direct, c'est les Césars. Direct, c'est un Oscar. Alors, tu as sûrement entendu parler de la sensation Oshinoko. Cet animé-là qui a fait fureur ce printemps et qui est en train d'exploser les records et qui a créé une hype de malade avec juste son premier épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler de cet animé. Enfin, on va plus faire la revue du premier épisode et se rendre compte en fait de comment est-ce que cet animé-là a pu se hisser au top avec juste cet épisode-là. Bien sûr, aussi, on parlera aussi de ma peur principale en fait par rapport à cet animé-là. Tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, ouais, déjà, je sais que je suis en retard. Vraiment désolé pour ça. Déjà, l'atout principal de Oshinoko, c'est quoi? C'est son histoire vraiment intrigante, triste, dramatique, bizarre, mais en même temps ultra intéressante qui te pousse à regarder. Tu te dis, ok, je ne sais pas ce qu'on me propose là, c'est assez différent. C'est ça, l'histoire est différente. Et donc, du coup, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu te laisses emporter par le flow un peu. Puis finalement, tu te dis, ah, mais attends, c'est quand même intéressant. C'est bizarre, mais c'est intéressant, tu vois. Et c'est ce truc-là qui a permis à Oshinoko de se démarquer. Parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est la première fois que tu vois un truc comme ça. Alors, oui. Le concept de idol existait déjà depuis un moment. Mais personne n'avait abordé le sujet de cette manière en mélangeant tellement de concepts en même temps. Tu as la réincarnation, tu as le drame, tu as les comédies, tu as tout en même temps pour te raconter une seule histoire. L'histoire en fait de la face sombre du monde du show business. Mais en même temps, de vous à moi, faut se dire que c'est parce que l'auteur avait déjà quand même un background intéressant. Il avait fait Kaguya-sama Love is War. Parce que moi, personnellement, à mon avis, si c'était un gars random qui était venu poser ça chez un éditeur et dit voilà, c'est mon histoire, je veux que tu publies ça. Yo, le mec aurait dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Allez, casse-toi là, c'est quoi ça? N'importe quoi, casse-toi. Mais après aussi, moi, il faut donner du crédit en fait à l'auteur qui avait déjà réalisé de très bonnes œuvres comme Kaguya-sama. Et du coup, il est venu présenter justement cette œuvre-là, il est venu présenter cette histoire sordide. Et là, les gens ont accepté parce que c'est lui, quoi, tu vois. Ça aurait été un random, ça aurait jamais passé. Ça aurait jamais passé, je pense. Déjà, l'histoire commence avec en fait un docteur qui est en train de traiter une fille qui est atteinte d'une maladie terminale. Et la fille, en gros, tu vois, elle a un espoir, tu vois, elle se dit, elle est mieux. Mais j'aimerais me réincarner en une idole que j'admire. Il faut comprendre qu'en ce temps-là, le mec, en fait, lui, il s'en fout des idoles. Il n'a rien à foutre des idoles, en fait. Mais une fois la fille est décédée, alors là, c'est encore un autre truc. Un gros red flag dans les animés. Quand on te tue un enfant comme ça, avec en plus une maladie aussi sensible qu'un cancer, je pense, il faut te dire que, ça, c'est un red flag. Ça ne sent pas bon. Et dès que la fille meurt, c'est comme s'il héritait en gros de cette passion des idoles que la fille avait. Et du coup, ça, il devient quand même grand fan de Ai Oshino qui était l'idole que l'autre fille aimait, quoi, tu vois. Et donc là, il devient un grand fan, il devient vraiment le plus grand fan. Et d'ailleurs, même par rapport à ça, je ne sais pas si c'est vraiment factuel ou si c'est, je sais pas si c'est juste l'anime qui fait ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que les fans des idoles sont que des gaillards? Genre limite, t'as pas de filles, t'as rien, c'est juste que des grands gaillards qui sont fans des idoles. Pourquoi? Après, je connais pas la culture idol tant que ça, hein, mais c'est quand même bizarre en vrai. Mais bon, bref, du coup, le destin, plutôt la plume de l'auteur, fait que notre docteur a une patiente qui est enceinte de 2 jumeaux. Au début, on ne la reconnaît pas, tu vois. Et en fait, la patiente, la particularité, c'est qu'elle est mineure. Elle a 16 ans et elle est enceinte. Quand elle se dévoile, le gars se rend compte qu'en fait, c'est son idole. Et là, il se dit, mais attends, mais c'est un truc de malade. Mon idole est dans mon hôpital. Et comment ça se fait qu'elle soit enceinte à juste 16 ans, tu vois? Et là, c'est un concept intéressant qu'ils sont en train de nous dénoncer. Une mineure se fait enceinter. Et dans le monde de la pop, ça semble genre normal en griffe, tu vois, parce que c'est le monde des idoles. Ça se trouve, c'est sûrement fait enceinter par un gars de la production ou un gars haut placé dans le domaine du show business. Je ne sais pas, mais c'est sûr que genre... En tout cas, de la manière dont elle présentait ça, elle était totalement consentante. En plus, c'est ça qui en fait rend l'histoire glauque. Parce que en même temps, c'est pas légal du tout ce qui se passe là. Mais ça a pas l'air de déranger la petite en fait. Au contraire, elle dit même à un moment donné que elle avait besoin de ça en fait pour savoir à quoi ressemble une famille. Donc limite, pour savoir, pour vivre l'expérience d'avoir une famille, elle a accepté de se faire enceinter. Donc au début, notre gars, il est dans un dilemme incroyable. Il se dit, ouais, écoute, comment je vais faire? Est-ce que je dois l'aider à accoucher au risque de mettre en pause sa carrière musicale? Ou qu'est-ce que je fais, tu vois? Donc finalement, il décide de l'aider. Et il va l'aider et tout, tu vois. Ils vont aller vraiment une très grande relation de les deux. Hein. Et encore une fois, le destin, la plume de l'auteur frappe. Notre ami le docteur se fait assassiner
le jour de l'accouchement par un fan hystérique. Et d'ailleurs, moi, j'avais un truc par rapport à ça. Quand j'ai lu le manga, je me croyais qu'il s'était fait poignarder. Mais je me suis rendu compte que finalement, en fait, il s'est juste fait pousser d'une falaise, il est tombé. Ok, comme tu veux, ça marche aussi. Et donc là, du coup, sa dernière pensée, c'est de se dire, mais attends, j'aimerais être réincarné en l'enfant de Ai et tout ça. Et là, il se fait réincarner dans l'un des jumeaux. Et sans savoir que la deuxième jumelle n'est autre que cette fille-là qui était malade du cancer et tout et qui est décédée un peu plus tôt. Mais les deux ne savent pas qui est l'autre. Et donc, du coup, ça va être intéressant de voir à quel moment, en fait, ils vont le savoir. Parce que comment est-ce que l'épisode 1 est fini? Je me dis, en fait, c'était le moment où jamais qu'ils découvrent, en fait, qui ils sont. Mais là, ils savent toujours pas en fait de qui l'autre est la réincarnation. Je trouve ça un peu bizarre. Ce qui m'amène à me poser la question de savoir mais à quoi la réincarnation finalement a servi dans cette histoire-là. Mais bon, ça c'est une question pour après. On continue. Et là donc, c'est les bébés qui parlent déjà et qui sont ultra surdoués. Alors déjà chez eux au Japon, on appelle un enfant qui parle ultra bien à 1 ou 2 ans un surdoué. Chez nous en Afrique, on appelle ça un enfant sorcier. Mais bon, ça c'est un débat pour plus tard. Et donc, ils vont devoir grandir, ils vont en fait évoluer et suivre en même temps la carrière de leur mère, tu vois. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de concepts du show business qui nous seront présentés, notamment déjà le fait que tu es toujours temporaire. Une star n'est jamais éternelle en fait. Rares sont les stars qui sont éternelles. Tu peux être la tête d'affiche aujourd'hui, demain tu ne figures même pas dans le casting. Le monde du show business évolue très vite. Si tu ne sais pas rester à la page et si tu ne sais pas être à ton top tous les jours, tu vas très vite te faire larguer, tu vas très vite te faire dépasser par le nouveau venu. Chaque jour, il y a quelqu'un de mieux que toi qui peut apparaître. C'est ça qui fait que le monde du show business est aussi compétitif. C'est que à tout moment, tu peux te faire éjecter du devant de la scène. Et c'est à cette compétition-là que Ai va faire face, notamment quand il va essayer de tourner un film là. La pression d'être un idol. Il y a aussi ça à laquelle Ai va faire face. À un moment donné, elle va lire des commentaires et ça va lui foutre une clim totale. C'est là encore que ça peut s'appliquer au show business ou au divertissement en général. Même si tu as 50 000 personnes qui te disent à quel point tu es bon, cette personne-là qui va te dire « Oh, t'es mauvais », ça va te rester dans le fond et ça peut genre gâcher en fait tes performances, ça peut gâcher ton rêve. Et c'est ce qui est arrivé à Ai à un moment donné pendant qu'elle faisait un concert. Elle se rappelle d'un commentaire qui disait comme quoi que son sourire était factice. Et là, du coup, elle s'est plantée. Heureusement qu'il y avait ces gosses-là qui lui ont su lui redonner le sourire. Ce sourire-là qu'elle a eu lui a permis de répondre aux attentes des fans qui lui reprochaient justement son sourire factice. Il y a toujours des gens qui vont te critiquer en fait. C'est la dure réalité du show business. Et en fait, le but, c'est de savoir y faire face et de savoir en fait passer par-dessus pour pouvoir continuer d'évoluer. Parce que c'est clair que des commentaires comme ça vont te faire tomber, mais l'important c'est comment tu te relèves après de tels commentaires. Et c'est ce que en fait le manga essaie de nous faire comprendre au travers de cette scène-là. Puis bien sûr on continuera de voir l'évolution de Ai jusqu'à finalement, à force de dur labeur, elle va atteindre le sommet de sa carrière, c'est-à-dire pouvoir faire un spectacle au Tokyo Dome. Parce que oui, apparemment, quand tu fais un spectacle au Tokyo Dome, ça veut dire que ta carrière, en fait, a atteint l'un des plus grands sommets. C'est pas tout le monde qui va au Tokyo Dome, apparemment. Et donc, Ai a pu réussir à l'avoir. Et coup du destin, le jour J, le grand jour où Ai se prépare pour le moment le plus important de sa carrière, pour le moment le plus important de sa vie, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Qui c'est? C'est le même mec random qui avait tué le docteur au début. Et sans prévenir, il va poignarder Ai, la laissant pour morte. Et là, avant, en fait, il va nous faire un petit speech qui va nous faire comprendre encore à quel point, en fait, ce monde est ultra triste. Il va nous faire un speech comme quoi, en fait, Ai les a abandonnés, Ai les a trahis, Ai ne se soucie pas de ses fans et tout. Et là, quand Ai va lui parler, Ai va lui faire comprendre indirectement, en fait, que, mais attends, elle se souvient du mec. Elle sait qui il est. Elle lui a même dit son prénom. Il a même dit qu'est-ce qu'il a fait tant. Et là, le mec s'est senti con. Et ce truc-là, en fait, c'est un message direct à tous les fans qui pensent que les célébrités, en fait, ne sont pas des êtres humains comme eux. C'est là parce que vous ne parlez pas, vous n'êtes pas pote et que vous ne changez pas des SMS une fois ou 2 semaines, que les célébrités aussi ne se souviennent pas de leurs fans.
Les fans sont ceux qui font vivre les célébrités. Alors du coup, oui, les célébrités pensent à leurs fans. Hell, les célébrités font leur personnalité en fonction de leurs fans. Si leurs fans disent aujourd'hui, oui, j'aime pas telle chose chez elle, elle va changer. On l'a vu précédemment avec Aïe son sourire. Et c'était exactement ça en fait que les fans ne comprennent pas à un moment donné. C'est que ce sont eux qui font les célébrités. Et que si ils veulent quelque chose, la célébrité va changer son mode de vie pour pouvoir satisfaire ses fans. Et du coup, ce drame-là, en fait, était venu pour montrer que très souvent, les fans oublient que les célébrités aussi sont des êtres humains et qu'ils ont des sentiments et que eux aussi, quand même, prennent en considération les fans. Alors, le gars, il s'est senti tout bête. Il s'est senti vraiment con quand il a compris la bêtise qu'il avait faite. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'on l'a envoyé. C'est clair qu'il n'a pas fait ça tout seul. Mais là, maintenant, voilà. Il a commis la bêtise la plus grave de sa vie. Bien sûr, il se donne la mort après. Et là, on voit une Aïe en fait qui décède dans les bras de son fils. Et c'était vraiment une scène très triste. Parce que là, Aïe va dire à ses enfants pour la première fois qu'elle les aime. Aïe qui était à un moment donné, en fait, elle était vraiment une mère vraiment tête en l'air. Une mère assez maladroite. Qui parfois même confondait les noms de ses enfants et tout. Pour la première fois depuis, elle leur a parlé à cœur ouvert. Et elle a dit à quel point elle les aime. C'est sur cette scène triste là que Aïe meurt et rend son dernier souffle. Alors qu'elle était à quelques heures à peine du moment le plus important de sa vie. Vous voyez comment ça va vite. Ça va très 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 vite la vie. C'est incroyable. Et en plus encore, une dernière leçon que cet animé nous aura appris, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, personne n'est éternel. À un instant T, Aïe était en passe de devenir la star la plus célèbre du Japon avec sa représentation au Tokyo Dome. Elle meurt 3 jours plus tard. C'est comme si elle n'a jamais existé. Le monde du show business, ça part vite. Très peu sont éternels. Et tu dois profiter en fait de quand tu as le vent en poupe. Parce que quand tu n'as plus le vent en poupe, tout le monde t'oublie. Elle est morte 3 jours plus tard. Peu de gens se rappellent de qui elle est. C'est triste, mais c'est à la fois une réelle représentation de comment est-ce que le monde du show business évolue. Tu disparais, on te remplace très vite et sans état d'âme. Alors voilà, là maintenant l'épisode se termine sur nos enfants qui ont grandi. Et du coup là maintenant on a 2 histoires qui vont commencer. On a l'histoire de Ruby, la fille qui va devoir poursuivre une carrière d'idole un peu comme sa mère et tout. Qui va sûrement faire face au délire du show business et tout, au côté sombre du show business. Et on a aussi l'histoire de Aqua qui lui va prendre un côté un peu plus sombre. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver l'assassin de sa mère. Du moins celui qui a commandité l'assassin de sa mère. Et pour ça, il va rentrer aussi dans le monde du show business. Mais pas pour développer une carrière ou quoi que ce soit. Mais juste pour pouvoir dénicher ce mec-là qui a tué sa mère, le tuer de ses propres mains. Alors là, on va aller vers 2 histoires vraiment classiques, si je peux dire ça comme ça. Et c'est en fait ce qui me fait peur avec Oshinoko là maintenant. C'est qu'en fait, là maintenant, ton premier épisode, tu le finis là, tu dis c'est un film. Direct, c'est Festival de Cannes. Direct, c'est les Césars. Direct, c'est un Oscar pour ce film-là. C'est tellement bien. Genre, en fait, le prologue même est une histoire complète. Genre, t'as fait le tour. T'as tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire en plus, tu vois? Et c'est ça, en ça que ça me fait peur parce que là, on va maintenant vers des histoires classiques. Si je peux dire ça comme ça. Maintenant, ce sera là le plus grand défi de Oshinoko. C'est que le premier épisode a mis la barre, mais vraiment très, 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 très haute. Il y avait un certain hype et le premier épisode a répondu clairement à ce hype là. Maintenant, qu'en sera-t-il des autres épisodes? Surtout qu'on part sur des histoires vraiment très classiques et l'intérêt des fans peut vite descendre parce que tout ce qui avait fait le charme et la beauté de Oshinoko, c'était son prologue, genre un peu orthodoxe, si je peux dire ça comme ça. C'était son prologue dont l'histoire n'était pas du tout commune. C'était la première fois qu'on avait une telle histoire. Et du coup, ça a accroché. Ça a fait le buzz. Ça a fait effet. Mais maintenant, vu qu'on tombe sur des histoires maintenant classiques, est-ce que les prochains épisodes vont suivre le même hype que le premier épisode? Alors, je ne dis pas que les épisodes seront mauvais. Je ne sais pas regarder encore. Mais est-ce qu'ils vont atteindre la barre de ce premier épisode-là? Parce que ce premier épisode-là, qu'on se le dise, il était parfait. Il était vraiment bien. Et ce sera dur de reproduire ça dans les prochains épisodes. Qu'en sera-t-il? On verra. Et pour finir en fait avec le concept de la réincarnation,
tu n'en avais pas besoin. Tu n'en avais vraiment pas besoin. Limite, tu nous fais des bébés et puis voilà quoi. Tu nous fais des bébés et puis les bébés grandissent et tout. Ils voient leur mère se faire tuer et puis voilà quoi. Classique. Et la réincarnation, elle a servi à quoi? Je ne sais pas. C'est pas comme si en plus le gars, pour essayer de trouver l'assassin de son père, va devoir puiser dans son passé pré-réincarnation. Je pense pas. Mais bon, en tout cas, pour le moment, en tout cas, de ce que j'ai pu retenir du premier épisode, c'est que la réincarnation en fait n'avait rien à foutre là en fait. Honnêtement. Mais bon, peut-être que les autres épisodes me donneront tort, mais bon, en tout cas, pour le moment, ça sert absolument à rien. De toute façon, on verra ce que l'histoire nous dira par rapport à ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 1 de Oshinoko. Vraiment, comme je l'ai dit, un très 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 bon épisode. Vraiment, c'était un épisode parfait. J'ai vraiment rien à redire. Il a placé la barre très haute. Et justement, la grosse crainte ici, c'est de savoir est-ce que les épisodes qui vont suivre seront à la hauteur de cet épisode-là, sachant que l'histoire apportée par le premier épisode est vraiment unique et belle et que les histoires qui seront racontées dans les prochains épisodes sont vraiment classiques et courent bon marché, tu vois. C'est des histoires qu'on a déjà vues. Et maintenant, le gros défi de Oshinoko sera de savoir en fait comment est-ce que il va aborder ces histoires-là correctement. Et c'est là qu'on attend au carrefour et c'est là que ça nous permettra de voir est-ce que cet animé est juste un hype passager ou il est en liste pour devenir une véritable masterclass. C'était comme toujours, si tu as aimé la vidéo, like, partage et laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait encore plus plaisir. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. À la prochaine.